Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps d'ouvrir un livre était devenu un acte de résistance? Ce podcast, c'est celui des passionnés de lecture, sous toutes ses formes, sans préjugés. Dans cet épisode, je reçois Alexis Michalik, acteur, metteur en scène, scénariste et désormais écrivain, puisqu'il vient de publier Loin, son premier roman aux éditions Albin Michel. Moi, j'adore l'été être à la plage avec un gros pavé, un Ken Follett, un Dumas, un Zévaco, et avaler les pages et me dire j'ai pas envie de le reposer, je suis trop content de le retrouver. C'était vraiment l'envie, c'était de happer un lecteur et de faire quelque chose qui pourrait parler à plusieurs générations, comme au théâtre. Alexis Michalik, c'est le météore qui a conquis le théâtre français en l'espace de quelques années. Jeune comédien de talent, il change de dimension avec Le Porteur d'Histoire et Le Cercle des Illusionnistes, deux pièces de son cru dont l'énergie, l'imagination, l'amour des mots et des grandes histoires lui permettent de décrocher son premier Molière en 2014. 3 ans plus tard, Alexis connaît un succès encore plus grand avec Edmond. Il y raconte les coulisses de la création de la pièce Cyrano de Bergerac par le jeune Edmond Rostand avec humour et fantaisie. Et puis, toujours ce rythme échevelé, qui est devenu la marque de fabrique de son auteur dont la troupe remporte cette fois pas moins de 5 Molières. En janvier dernier, Edmond est devenu un film qui a séduit près de 700 000 spectateurs en salle. Un vieux rêve de celui qui a fait également l'acteur dans des séries comme Kaboul Kitchen ou des films récents comme Le Chant du Loup. En cette rentrée littéraire, c'est le Michalik écrivain qu'on découvre avec Loin. Antoine, un jeune homme bien comme il faut, est sur le point d'épouser sa petite amie lorsqu'il découvre une carte postale qui remet en question l'histoire familiale qu'on lui a racontée toute sa vie. Avec Laurent, son meilleur ami, et Emma, sa jeune sœur, il embarque pour un voyage imprévisible à travers l'Europe, sur la piste de ses origines. Si les 650 pages de Loin vous effraient de prime abord, faites confiance à Alexis Michalik pour vous faire changer d'avis très rapidement. Je lui ai donné rendez-vous à TF1 en plein marathon promo pour me parler de cette nouvelle aventure qui pourrait, qui sait, devenir un jour une formidable série télé. Bonjour Alexis Michalik. Bonjour. Ça va bien ? Ça va très bien et vous ? En pleine forme. Vous êtes venu me voir à TF1. Oui. Dans une grande maison de télévision, ça n'a rien à voir avec le théâtre ou le cinéma. À la cafétéria. Ouais, ça vous inspire ? Mais je connais bien TF1 puisque c'est grâce à TF1 en quelque sorte que j'ai commencé à monter des spectacles. Alors là, on se dit comment, pourquoi, parce que quand j'avais 20 ans, je jouais dans une série qui s'appelait Diane Femme Flic. Ouais. Je faisais un jeune lieutenant de police. Et j'ai grâce à cet argent que j'ai gagné, j'ai pu louer mon premier théâtre à Avignon en 2005. C'était le théâtre de la Condition des Soies et je montais le mariage de Figaro. Donc en quelque sorte, grâce à l'argent de TF1, j'ai pu commencer à monter des spectacles. Il faut remercier le dirigeant de TF1 de l'époque, Exactement. Les producteurs qui vous ont fait confiance à l'époque. Absolument. Cette envie de théâtre, ça a toujours été en vous dès le début, non ? C'est ce que vous vouliez faire. Oui. Moi, j'ai commencé au collège. J'étais au club théâtre du collège-lycée et c'était déjà ma passion. Et je me disais je veux jouer. Et j'ai commencé à jouer très tôt. Mon premier spectacle professionnel, j'avais 18 ans. Je jouais Roméo dans une mise en scène d'Irina Brooke, ce qui était une expérience assez phénoménale. Et suite à ça, très vite, j'ai eu envie de monter un spectacle et de fil en aiguille, j'ai fini par les écrire. Et puis aujourd'hui, j'écris aussi un roman, en tout cas, qui vient de sortir, qui s'appelle Loin. Alors c'est toujours étonnant, les gens très, très occupés comme vous, on se demande comment ils font pour écrire un roman en même temps qu'ils montent, écrivent des spectacles. Moi, j'en ai déduit que peut-être vous dormiez très peu. Oui, ou alors j'ai un frère jumeau. Ah oui, ou un clone. Voilà, exactement. Non, je dors bien, figurez-vous, je dors 8 heures par nuit, mais je me lève tôt et je ne bois pas d'alcool. Et donc, ça m'aide à être efficace dès le matin. Effectivement, et en général, quand je me réveille, il faut que je fasse quelque chose de productif. Donc, ça aide. Mais à part ça, j'écris pas 3 choses en même temps. Je segmente quand même un petit peu quand je suis en répétition d'un spectacle. Je suis vraiment à 100% sur ce spectacle. Et quand j'ai vraiment du temps, quand je suis en vacances, quand je suis au bord de la plage, quand je suis au bord de la mer, sur la plage, à rien faire, c'est là que l'inspiration revient. Donc c'est souvent quand je suis en vacances que j'ai envie d'écrire. Et vous en avez pris quand des vacances récemment ? Cet été, là, j'ai pris 1 mois et demi de vacances. Vous imaginez, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. Et du coup, j'ai écrit.
Et dans le tourbillon du succès d'Edmond, au théâtre, puis au cinéma, parce que c'est devenu un film il y a quelques mois, vous aviez déjà commencé à écrire ce roman loin ou c'est une vieille idée? Oui, ça fait très longtemps que je l'ai en tête. Ça fait 10 ans que je l'ai en tête. Et il y a 3-4 ans, j'avais écrit une 40aine de pages et je suis allé l'envoyer à Albin Michel en disant si je trouve un éditeur, je le finirai. Et si je trouve pas d'éditeur, je ferai autre chose parce que j'aurais jamais le courage de me mettre seul à table pour écrire ce roman que je savais déjà allait être fleuve. Et heureusement, Gérard de Cortange chez Albin Michel m'a répondu favorablement en me disant bah super, maintenant il faut écrire la suite. Donc tous les 2-3 mois il m'appelait en me disant alors t'en es où, et je disais bah j'en suis nulle part parce que je suis en train de monter une pièce, etc. Donc on déjeunait ensemble tous les 2-3 mois, c'était très cordial et ça a duré comme ça pendant 3 ans. C'est ça. Et puis un jour j'ai fini par lui dire bon bah ça y est, j'ai fini mon roman. Et voilà. Il fait plus de 600 pages. Et il fait plus de 600 pages. Non, et de temps en temps, je lui envoyais une centaine de pages et il voyait que ça continuait à avancer. Et puis il le faisait lire à son assistante qui lisait et qui disait c'est un peu bizarre cette fin. Il disait non, mais tu comprends pas, on en est qu'à la moitié là. donc voilà. Et au final, un jour, j'ai fini et c'était un grand soulagement. Je crois que, pas me tromper quand je dis que Edmond, vous rêviez d'en faire un film au départ, et c'est devenu une pièce par défaut. Ouais. Est-ce que Loin, c'est un peu le même truc, parce que je me suis dit au fil des pages, mais il va coûter cher ce film. Exactement, mais je rêvais pas d'en faire un film, je rêvais d'en faire une série. Ah oui. C'était il y a 10 ans, c'était le boom, le début des grandes séries, et je me disais ce serait génial de faire une série itinérante. Ouais. Qui traverse et les pays et les époques. Et je me suis aussi très vite rendu compte que ça allait coûter extrêmement cher. Donc, quel était le moyen le plus économique de raconter cette histoire? Un roman. Et je me suis attelé à cette tâche. J'ai envie de vous demander, peut-être que c'est un tic des journalistes quand ils parlent aux écrivains, mais dans les rentrées littéraires, on a souvent des écrivains qui racontent en partie leur vie, ou qui s'inspirent de leur vie. Vous avez des origines multiples. Vous avez un papa d'origine polonaise, une maman britannique, vous êtes franco-britannique. Votre personnage, il est en quête d'identité. Il découvre au fur et à mesure que voilà, les origines qui n'est pas que breton. Voilà, il n'est pas que breton. Est-ce que forcément vous êtes allé chercher un petit peu de vous ou c'est un peu loin quand même? En fait, ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai toujours dit que je ne parlais pas de moi. C'est-à-dire que vraiment ma vie personnellement n'est pas hyper intéressante. Tout va bien, et donc quand tout va bien, ça fait pas un bon livre. Et je vais chercher mes histoires ailleurs. Soit je m'empare d'une histoire historique, hein, comme pour Edmond ou comme Le Porteur d'Histoire. Soit c'est complètement inventé, romancé. C'est le cas de Loin, c'est complètement inventé, romancé. Mais je me rends compte au fur et à mesure que on finit toujours par parler de soi. C'est-à-dire que si on est sincère et qu'on raconte quelque chose qui nous émeut, ben ça nous émeut pour une raison, et cette raison, elle est personnelle, elle est intime. Donc dans Loin, évidemment que moi je ne suis pas du tout ce héros à qui il arrive toutes ces aventures, mais il y a un peu de moi en lui, et il y a un peu de moi dans les 3 héros en fait, qui sont très différents. Et Antoine, Laurent et Anna. Voilà, Antoine, Laurent et Anna. Antoine, lui, c'est quelqu'un de très rangé, très cadré, et qui est une facette de ma personnalité, parce que voilà, depuis que je suis gamin, moi j'ai cette espèce de discipline de travail, à me dire non mais il faut que je travaille. Et puis à côté de ça, il y a Laurent qui est le narrateur, qui est lui un peu plus détendu et que j'ai aussi en moi. Serveur et journaliste. Serveur et journaliste, voilà, qui est plus un romantique, et qui est un voyageur et qui se laisse tenter un peu par l'aventure. Et enfin, il y a Anna qui est un peu la version nihiliste, mais nihiliste joyeuse de ce trio. Qui se mêle en vous? Ouais, je pense aussi, oui, d'une certaine manière. Il y a ce côté poil à gratter, il y a ce côté, bon bah, on lâche tout à un moment en fait, parce qu'il faut bien. Donc c'est trois possibilités de ma personnalité, mais pas de version littérale, mais il y a un peu de moi en chacun des 3, je pense. Et voilà, et on finit toujours par se raconter, on finit toujours par raconter des thèmes qui nous sont chers. Donc forcément, l'identité, c'est un thème qui m'est cher, parce que moi je pense que le fait de venir de plusieurs origines, bon, principalement à moitié anglais et à moitié français, ça encourage à être curieux et avoir un intérêt de l'étranger. Je pense que quand on est vraiment d'un endroit et d'un seul, on tend vers une unicité de pensée. Alors que automatiquement, quand on est séparé en plusieurs cultures, on comprend
qu'il n'y a pas qu'une raison, il n'y a pas qu'une réponse aux questions. Il y a plein de points de vue, il y a plein de possibilités, et ça nous donne le don d'empathie. Et l'empathie, c'est ce qui amène à la curiosité, et la curiosité, c'est ce qui nous rend plus intéressants et qui nous permet de grandir et d'avancer, et d'évoluer. Et c'est un peu le message qui passe dans le livre, quoi. Est-ce qu'il faut forcément partir pour découvrir ça ? Partir, ça peut être métaphorique, c'est pas forcément un voyage géographique. Encore une fois, c'est ce principe de curiosité, justement, ça peut être de s'intéresser aux gens qu'on rencontre, ça peut être d'aller poser des questions, en fait. Parce que moi, il y a les gens que je ne supporte pas dans la vie. Je suis assez... il y a assez peu de gens que je ne supporte pas, mais parce que justement j'ai cette empathie et puis que tout va bien pour moi, donc quand tout va bien on n'a pas de colère. Mais vraiment les gens qui m'insupportent, c'est les gens qui ne s'intéressent à rien, qui ne posent pas de questions, qui dans une conversation attendent que la phrase vienne et qui se contentent de parler d'eux-mêmes. Et ça, pour moi, c'est insupportable, quoi. Donc voilà, donc le voyage, ça peut être un voyage culturel, ça peut être un voyage intérieur, ça peut être chercher à savoir qui on est, qui est l'autre, qui sont les voisins, c'est sortir de sa zone de confort, en fait. Évidemment, le voyage littéral est aussi source de curiosité et de réponses et d'ouverture, mais le voyage, c'est au sens large. Le voyage qu'on découvre dans le livre, il nous emmène dans plein de pays d'Europe et dans des cultures différentes. Est-ce que c'est un voyage que vous avez effectué physiquement ou par intermittence dans votre vie ? J'aimerais bien dire que j'ai visité tous les pays du livre, et je pense que ce serait chouette qu'un jour je le fasse, ou que mon rêve secret, c'est que un jour une ou deux personnes disent c'est mon bouquin culte, je vais refaire le voyage, et que du coup ça entraîne ce voyage, et qu'on voit si c'est possible. Mais non, j'ai visité quelques-uns des pays dont je parle, et puis certains je ne les connais pas du tout, et donc j'ai dû me renseigner. Le but évidemment c'était de rendre aussi crédibles les pays que j'avais visités et ceux que je n'avais pas visités, donc je vous dirai pas lesquels pour préserver le... Mais c'était vraiment, moi en écrivant en tout cas, j'avais l'impression de faire ce voyage. À chaque fois que je quittais un pays pour aller vers un autre, je me disais ça y est, cette partie-là on n'y reviendra pas, en fait. On reviendra pas en Turquie, maintenant on va aller ailleurs. C'était un voyage de l'écrire, quoi. Ça veut dire que vous avez fait beaucoup de Wikipédia et de Google Maps ? Oh oui. Ouais, c'est vrai. Beaucoup de Wikipédia, beaucoup de Google Maps, beaucoup d'Instagram aussi, parce que sur Instagram, on peut localiser un lieu et voir les photos, et voir des vidéos, voir des stories, et donc vraiment saisir un peu le mood de ce pays. Je me souviens, à un moment, je faisais des recherches sur la Géorgie, et bon, j'étais un peu frustré par ce que je trouvais sur Wikipédia, et sur YouTube, je suis tombé sur une vidéo avec 3 adolescentes qui chantent une chanson sur une route, et tout d'un coup ça me parlait beaucoup plus, parce que je voyais beaucoup de choses de ce pays, beaucoup plus que ce que j'avais vu en apprenant l'historique et l'histoire et les renversements de régime, et voilà. Donc c'était un mélange de sources d'informations. Donc c'est vraiment un roman qui est né aussi grâce aux réseaux sociaux, grâce aux nouveaux médias. Ouais, en tout cas les nouveaux médias permettent de se figurer un pays comme si on y était alors qu'on ne l'a jamais visité. En tout cas, de permettre de raconter un chapitre au moins. Alors dans cette rentrée littéraire, il y a des livres qui m'ont pas très rendu. Des livres qui ne m'ont pas rendu très heureux. Ouais. Celui-là, il m'a rendu très heureux. Il est très enlevé, très dynamique. Je le dis tout de suite. On a parlé de 600 pages, mais ça se lit à 100 à l'heure, parce que c'est ce qui arrive au personnage. Tout se passe à 100 à l'heure, parce qu'ils vivent à 100 à l'heure. Alors peut-être plus Laurent et Anna que Antoine, mais Antoine va bien y être contraint aussi. Il va s'y retrouver. Ouais. C'est un film. Bah oui, et je le vois. Voilà, je le vois déjà comme un film. C'est un roadbook. C'est un roadbook qui procure beaucoup de plaisir. Alors Alexis Michalik, est-ce que pour vous les gens qui lisent sont plus heureux ? Je pense pas que les gens qui lisent soient plus heureux. Je sais pas si c'est le bonheur qu'ils découvrent, mais en tout cas c'est une forme de sérénité, parce que encore une fois, et c'est un peu une phrase qui revient souvent dans Loin. Il dit l'essentiel n'est pas la question, l'essentiel n'est pas la réponse, l'essentiel c'est de se poser la question. Et je pense que lire, c'est aussi une manière d'être curieux et d'aller vers de découvrir, de chercher. Et en fait, chercher, c'est évoluer. C'est pas forcément quelque chose qui nous rend plus heureux. On dit en anglais ignorance is bliss. On est plus heureux quand on n'est pas au courant. Mais c'est pas le bonheur qu'on recherche. C'est autre chose. Ça se passe ailleurs, en fait. C'est un sentiment d'être éclairé, c'est un sentiment d'aller chercher autre chose, d'aller continuer à évoluer. C'est vouloir la vérité, c'est chercher la vérité.
Et c'est essentiel, je pense, dans la construction humaine. Au Moyen-Âge, l'Église contrôlait complètement la lecture et empêchait aux gens du peuple de lire. Les romans, ils étaient réservés aux monastères, et il y avait que les moines et les moines copistes qui avaient le droit de lire des livres, parce que évidemment, ils voulaient que les gens restent dans cette ignorance de la science et qu'ils puissent ne se référer qu'à l'Église. Est-ce que les gens étaient plus malheureux? Je sais pas, mais en tout cas, ils étaient clairement moins éclairés, quoi. Ce qui est sympa, c'est que c'est vraiment l'anti-huis clos, et à tel point qu'on se demande même au départ, dans les premières pages, est-ce que vraiment il va nous emmener dans tous ces endroits? Est-ce que vraiment on va y aller? Bah oui, on va y aller. Et il y a une générosité dans ce livre qui est permanente. Ça, et ce côté, j'entends beaucoup les comparaisons avec Dumas, avec le roman d'aventure, mais ça fait partie de votre C'était envie. la volonté, en tout cas, évidemment. Moi, je voulais vraiment faire un roman. Enfin, mon ambition, c'est de faire un page turner, quoi. Moi, j'adore l'été être à la plage avec un gros pavé, un Ken Follett, un Dumas, un Zévaco, et avaler les pages et me dire, j'ai pas envie de le reposer, je suis trop content de le retrouver. C'était vraiment l'envie, c'était de happer un lecteur et voilà, de faire quelque chose qui pourrait parler à plusieurs générations, comme au théâtre, enfin un roman populaire vraiment. Je rêve que des jeunes générations, des ados lisent ce roman et disent ok, c'est bon, je prends mon billet et je pars découvrir. Ce serait la plus belle des réussites, le plus beau succès. Bien sûr, ce serait merveilleux, parce que moi, il y a une constante dans mes spectacles, c'est que j'essaie de faire des spectacles qui donnent envie de quelque chose. Alors, c'est pas toujours la même envie, hein. Dans Le Porteur d'Histoire, c'est une déclaration d'amour à la lecture, et donc j'essaie de donner envie d'ouvrir un livre. Dans Edmond, ça va être une autre envie encore. Dans Intramuros, ça va être une autre envie d'appeler son père. Dans Le Cercle, c'est encore autre chose. Et dans Loin, oui, il y a aussi cette incitation à l'envie de liberté, à l'envie de chercher, à l'envie de se remettre en question, à l'envie d'aller loin. Est-ce que vous êtes un grand lecteur, Alexis, depuis toujours? Je lis beaucoup. Maintenant, est-ce que je lis beaucoup de livres? C'est une autre histoire. Ouais. Parce que je lis beaucoup de pièces, je lis beaucoup de scénarios, je lis beaucoup d'articles. Je suis tout le temps en train de lire, en fait. Mais le roman, pour moi, c'est un peu réservé à l'été, à moins que ce soit utilitaire, c'est-à-dire que ce soit un roman que je lis parce que j'en ai besoin pour tel ou tel projet. C'est vraiment quand je suis en vacances que je me permets d'ouvrir un roman et de le lire juste pour mon propre plaisir. Donc oui, je suis un grand lecteur, mais je lis pas énormément de bouquins. C'est-à-dire que le reste du temps, vous sentez que vous n'avez pas le temps de conserver le fil d'un roman parce que votre vie va trop vite. Oui, ou en tout cas, elle est bien remplie, quoi. Quand je me lève tôt et que je me couche tard et que toute la journée j'ai travaillé, forcément, j'ai pas vraiment de moment j'ai bien envie de me consacrer à l'écriture d'un roman. La journée, elle est plutôt consacrée à organiser la journée d'après et les plannings et ceci et cela, les interviews, Donc c'est vraiment quand j'ai l'esprit libre que je peux le lire, et d'ailleurs je conseille à ceux qui vont lire Loin d'avoir l'esprit libre, parce que quand même si ça se lit vite, c'est quand même il y a beaucoup d'informations et c'est plus agréable de pouvoir le lire avec peut-être qu'il a fallu le sortir au mois de juin, avant les vacances. Ouais, c'est une discussion qu'on a eue. Moi personnellement, Ouais. C'était mon avis, mais Albin a eu la générosité de se dire que ça avait sa place en rentrée littéraire, et voilà, et puis comme on a eu deux, trois sélections, finalement ça se justifie, donc j'en suis hyper flatté, mais j'avais pas du tout cette prétention là. Moi, je voulais vraiment écrire un bon livre d'été. Vous parliez de donner envie aux gens de lire. Qu'est-ce que vous répondez à quelqu'un qui vous dit moi je lis jamais, j'ai pas le temps, j'aime pas ça? En fait, la réponse, elle est dans ce que j'écris. C'est la même chose que quelqu'un qui me dit moi le théâtre ça m'ennuie, j'y vais jamais. Je vais essayer de faire un spectacle qui va te donner envie d'y aller, en fait. Le meilleur compliment, c'est quand les gens sortent d'un spectacle en disant ok, ça m'a donné envie d'aller au théâtre, en fait, alors que j'y vais pas souvent. Quand il y a des jeunes, des lycéens qui vont voir les spectacles et qui sortent en disant je veux y retourner maintenant, c'est la meilleure des réponses. Parce que je comprends quelqu'un qui dit ah non, lire ça n'apporte rien. Ouais, peut-être, mais justement il va falloir trouver le moyen de parler à cette personne-là et de le convaincre. Donc moi en tout cas, j'estime essayer de faire des choses qui sont populaires, et je suis pour la coexistence de tous les types de théâtre, d'écriture, de romans, etc. Mais je pense que j'essaie de trouver une voie qui permet à
à tout le monde d'être accepté parce que c'est des sujets d'aventure, c'est des sujets plutôt positifs, c'est des sujets qui ne laissent personne à la porte, et pourtant d'essayer d'y mettre aussi une certaine exigence, d'essayer d'y amener de l'histoire, d'y amener de la culture, d'y amener une ouverture, quoi. Une ouverture vers une envie de peut-être continuer à lire un autre livre ou à voir une autre pièce. Vous prouvez surtout en écrivant, en montant des pièces, en tournant des films, que aucun support n'est interdit, aucun support n'est désuet. En ce moment, tout le monde est dingue des séries télé. J'allais dire, c'est le dernier truc que vous ne faites pas en tant que... Ouais. En tant qu'auteur. Ça va peut-être venir un jour. Hein. Ça va peut-être y venir un jour. Il n'y a pas de support désuet, en fait. Non, il n'y a pas de support désuet. Au contraire, je trouve que plus le support est désuet, plus il y a de la place pour faire quelque chose d'original. Bah oui, quand tout le monde fait des super séries, c'est difficile de faire une série qui se démarque. Alors que effectivement, quand je sais pas, la poésie, c'est un peu morne pleine, ça va être plus facile d'y trouver quelque chose d'original. Moi, je me souviens que quand je suis bilingue, quand j'étais jeune comédien, on me disait mais pourquoi tu vas pas tenter ta chance en Angleterre ou aux États-Unis? Et je disais ça n'a pas de sens en fait. Ils ont des super comédiens là-bas, donc qu'est-ce que j'irais me confronter à des comédiens encore meilleurs dans une langue qui est pas exactement ma langue principale, alors qu'en France j'ai cet espoir-là de pouvoir y arriver. Voilà, c'est plus agréable. Donc c'est vraiment votre credo. C'est une façon de voir les choses. Ouais, vous avez l'impression d'être un peu d'être un combattant, de défendre une idée comme ça? Pas du tout. Vraiment, moi, ça vient vraiment de l'envie de raconter. Et, après, il se trouve que les spectacles ont marché de manière disproportionnée par rapport à ce qu'on imaginait. Et c'est merveilleux, mais tout ce que ça fait, c'est m'accorder encore plus de liberté sur le prochain. Évidemment, peut-être que j'aurais pas publié ce livre si jamais j'avais pas eu ce succès avec les spectacles, etc. Mais moi, j'essaie toujours de conserver une liberté et je ne suis guidé que par les histoires qui me touchent et j'aime aller vers des choses que je ne connais pas. C'est-à-dire que refaire la même recette à chaque fois, c'est pas très stimulant. Donc c'était génial d'aller faire un film, c'est génial d'écrire un roman, c'est peut-être un jour une série, peut-être une comédie musicale. Vous avez une idée déjà de séries télé? J'ai toujours plein d'idées. J'ai toujours plein d'idées dans des tiroirs qui sont à divers stades d'évolution. Et puis quand le moment arrive, j'ouvre le tiroir et je sors cette idée. Et loin, en faire la série dont vous rêviez au départ? Qui sait, ce serait chouette, ce serait une bonne fin, je pense. Il faut que le livre cartonne pour ça ou ça pas dépend. forcément? Non, pas forcément. Il faut la bonne rencontre avec le bon producteur, le bon diffuseur, que ce soit TF1 ou Netflix ou Canal+, ou Amazon ou que sais-je encore, qui va encore arriver. Non, il faut la bonne rencontre et la bonne décision et que tout le monde soit d'accord. Et ensuite, l'aventure est permise, quoi. Qu'est-ce que vous avez lu cet été alors pendant les vacances, Alexis? Alors, cet été, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu en vrac une biographie de Marlon Brando. Qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu un gros Ken Follett. J'ai lu le code du permis bateau, qui m'a beaucoup pris le chou pendant 2 semaines, que j'ai vraiment lu. Je l'ai bien appris. Ça y est, c'est bon, vous avez le permis? Bon, j'ai eu mon permis. J'étais très content. Mon permis partir loin. Pas si loin, à seulement 6000 des côtes, donc à peu près 10 km, mais c'est déjà pas mal. Et puis voilà. Et qu'est-ce que j'ai lu d'autre? J'ai écrit en fait cet été surtout. Mais j'ai lu les pièces de mes camarades qui m'envoient régulièrement. J'ai lu des articles, j'ai lu des BD. Enfin voilà, j'ai un peu lu et j'ai beaucoup écrit. Dans les livres dont on parle en ce moment, est-ce qu'il y en a un ou plusieurs qui vous font envie? Oui, il y en a plusieurs qui me font envie. Après, moi je suis un auteur albin, donc du coup je vais être un petit peu corporate. En ce moment, il y a le Bal des Folles qui est un peu dont on parle énormément, donc je pense que ça peut être Victoria Mass. Voilà, ça peut être un très bon roman à découvrir, un premier roman aussi, donc on a envie de la soutenir. Et puis voilà, et puis après il y en a plein, il y a le Noton, il y en a plein qui m'attirent, mais va falloir juste que j'ai pas de promo, que j'ai pas de pièces à créer, que je puisse me poser et que je puisse tous les lire en fait.
Entre auteurs de premiers romans, on discute, on partage ses expériences je pense qu'on va se croiser dans les salons, surtout. Ouais. Là, c'est pas encore commencé, mais il y a Nancy bientôt. Enfin voilà. Moi, j'ai envoyé un petit message en disant bravo pour comment ça s'annonce, quoi. Et puis on verra. Mais oui, c'est plutôt chouette cette ambiance de rentrée où tout le monde se retrouve un peu. Et c'est alors, t'as qui toi comme prof? Moi, je suis chez Albin. Ah ouais, toi, t'es qui? Moi, je suis chez Au Seuil. Je trouve ça assez. Moi, je découvre. Hein, le milieu de l'édition, je connais pas du tout, donc c'est. Je prends ça de manière très Vous amusée. avez des a priori favorables, défavorables sur cet univers-là? J'ai jamais d'a priori. Non, c'est vrai? Non, pas du tout. Tout ce que je sais, c'est que j'étais très heureux avec mon éditeur et la façon dont ça s'est passé. Et voilà, je suis vraiment un petit nouveau dans ce monde et je suis assez. Je suis toujours étonné en fait de me dire ah bon mais il y a des gens autres que mes amis qui vont acheter le roman. C'est génial. Je m'y attendais pas du tout quoi. Je reçois des messages de gens qui me disent mais c'est incroyable ça. Ah oui donc ça peut intéresser des gens. Mais j'ai eu la même réaction quand Le Porteur d'Histoire a marché bien au-delà de ce qu'on osait espérer pour ce spectacle puisque c'était le premier que j'écrivais. Je me suis dit mais quoi mais il y a des gens que ça peut intéresser ce que j'écris. Bon bah alors je vais continuer à écrire. On en rêve secrètement quand même. On en rêve secrètement, ouais, mais je pensais vraiment pas que ce serait avec celui-là que le succès viendrait. 2020, ça va ressembler à quoi pour vous? Ça va être du cinéma, du théâtre Je pense que ça va être du théâtre en 2020. Ouais. Il est temps d'y retourner. Donc c'est ça que vous avez écrit cet été? Ouais. Allez, un peu de scoop. J'aime pas trop en parler, mais ouais. C'est pour la scène ce que vous avez terminé d'écrire? Ouais, mais moi c'est jamais terminé jusqu'à la première. C'est vrai? Ouais, ça continue d'écrire au plateau, ça continue d'écrire en répétition, ça continue de créer. C'est l'avantage du théâtre, hein. Contrairement à un roman où justement on doit le rendre 6 mois avant qu'il soit publié. Au théâtre, jusqu'à la première. C'est une forme vivante qui bouge en permanence. Qui bouge, et même après la première, on peut continuer à réécrire, à changer, à modifier des choses. C'est l'avantage et le désavantage du théâtre en quelque sorte. C'est que d'une part, l'avantage c'est que c'est toujours vivant et c'est super. Le désavantage, c'est que c'est toujours vivant et donc on ne peut pas se dire bon ça y est c'est figé, c'est bouclé. Tant qu'un spectacle joue, il faut s'occuper de lui. Tant que les acteurs jouent un spectacle, ils sont en demande de retour et puis ils continuent à évoluer et puis il faut les recadrer et puis donc c'est pas avoir écrit un roman, ça m'a pris beaucoup de temps, mais maintenant c'est fait. Alors qu'une pièce, je continue à devoir travailler dessus alors que la pièce a été finie. Le Porteur d'Histoire, ça joue depuis 8 ans. Il y a encore des nouveaux comédiens qui arrivent et je continue à devoir former des nouveaux comédiens et replonger dans cette pièce à laquelle j'ai mis le point final il y a 8 ans. Autant dire que vous n'allez pas écrire un nouveau roman tout de suite? Probablement pas, mais vous savez... C'est pour ça que vous avez fait 600 pages, si vous avez fait 3 livres d'un coup. Ouais, peut-être qu'il fera pas 600 pages le prochain, quoi. Ouais. Mais non, mais on sait jamais. Faut jamais dire jamais. Moi, vraiment, je suis toujours surpris. Je pensais pas retourner au théâtre, et puis finalement, l'inspiration, enfin, pas de sitôt en tout cas, puis finalement, l'inspiration arrive par des biais qu'on n'imaginait pas. Et donc, qui sait, peut-être le roman, tout d'un coup, je me dirai, ah, mais ça, faut absolument que je le raconte. Moi, je suis vraiment pris par les histoires. C'est tout ce qui compte. Une bonne histoire. C'est ce qui compte dans la vie, dans l'espèce humaine. On est traversé par des histoires. C'est ce qui nous rend humains. C'est ce qui nous différencie de l'animal. C'est qu'on a cette capacité de croire à des histoires. Toutes les histoires. L'histoire de notre histoire, la justice, l'argent. Enfin, tous les mythes auxquels on croit font qu'on est humain et pas des animaux, quoi. Ça marche. Merci beaucoup, Alexis, pour ce petit moment autour de ce livre, autour de la lecture, autour de vos projets. On va les suivre attentivement dans les prochaines semaines, les prochains mois. Merci Alexis. Merci. À bientôt, au revoir. C'est la fin de ce podcast. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des gens qui lisent sont plus heureux.